BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est avec énormément de plaisir, comme chaque semaine, que je vous retrouve pour votre rendez-vous tech du week-end. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Avec au menu cette semaine, tout à l'heure, on se posera la question que tout le monde se pose. Que penser de la mise à jour des nouveaux iPhones ? Mise à jour intéressante, une belle évolution, ou alors on passe notre chemin. On en parlera tout à l'heure avec Raphaël Grabli et Pierre Fontaine qui nous rejoindront, qui ont eu ces appareils en main. On fera le point et si on a un petit peu le temps, on évoquera aussi ce nouvel iPad mini 6, tout mignon, tout beau, sauf quand on voit le prix. Là, d'un coup, on se dit qu'il est un peu moins sympa. On évoquera ça tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, sur Twitter si vous voulez réagir. On est toujours là sur Facebook. Merci de nous suivre et bienvenue. Et bien sûr, pour débuter De quoi je me mêle, vous savez, comme chaque semaine, on commente l'actu avec Anthony Morel cette semaine. Salut Anthony. Salut François, salut Raphaël. Qui s'installe dans le siège de quoi je me mêle, et ça fait plaisir. Écoute, je m'incruste un peu, j'ai l'impression, mais moi en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, tu sais quoi, c'est une délicieuse incrustation. Oh, ça c'est adorable. Je reviendrai la semaine prochaine, promis. Et puis, l'un des piliers de quoi je me mêle est de retour aussi, c'est Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François. Quelle belle team les amis, Raphaël et Anthony pour commenter l'actu. C'est du caviar. Voilà, et on va s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé cette semaine. On va parler de Microsoft, de cette levée de fonds incroyable de cette boîte Sorare qui mêle figurines Panini de l'ancien monde avec le NFT. C'est passionnant. Pour débuter, donc Microsoft, Anthony. Oui. Qui a décidé d'éradiquer les mots de passe. Et on les remercie. On les regrettera pas. Non, ça c'est sûr. Clairement. Les mots de passe, franchement, ça j'en reste, peux plus. c'est vrai, l'une des corvées de notre monde numérique, clairement. Le fait de taper, de retenir, de changer de mot de passe régulièrement. Et c'est terrible, excusez-moi. Non, mais tous les 15 jours, attention, il faut changer votre mot de passe. Moi, il faut que je le change dans les 7 prochains jours. Sinon tu arrives le matin et tu perds une heure à devoir tout reconfigurer. Autrement, tout s'autodétruit. Tout s'autodétruit, bien sûr. L'ordinateur explose. Voilà. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas très agréable. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est un énorme enjeu. Et là, Microsoft, donc quand même pas n'importe quel acteur, dit on va proposer aux utilisateurs, il le faisait déjà pour les entreprises depuis quelques mois, mais aux utilisateurs grand public, une option d'identification sans mot de passe. Donc on peut utiliser son compte Windows, son OneDrive, sa messagerie Outlook, etc., sans avoir besoin de mot de passe, mais en gardant le niveau de sécurité équivalent. C'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à s'authentifier, à s'identifier. Alors comment est-ce qu'on fait ? En fait, on va utiliser soit Windows Hello, qui permet d'utiliser de la biométrie, donc c'est la caméra de la webcam qui va nous reconnaître, reconnaissance faciale, ou alors un lecteur d'empreintes digitales couplé à l'ordinateur, ou alors Windows Authenticator, qui permet de récupérer un mot de passe éphémère qu'on va pouvoir taper à chaque fois. Par téléphone, etc. En gros, l'idée, c'est d'éviter d'avoir à retenir un mot de passe et d'éviter d'avoir... Parce que c'est ça le paradoxe du mot de passe, c'est qu'on l'a longtemps considéré comme la clé de la forteresse. Et maintenant, on se rend compte en fait que c'est le maillon faible de la forteresse parce que, on sait bien, on est très négligent en matière de mots de passe, on ne les change pas suffisamment souvent, on utilise 1, 2, 3, 4, 5 ou password. Moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais pas plus subtil. Non, mais tu as quand même un Français sur 5 encore ou sur 4, je ne sais plus, qui utilise encore le nom de son animal de compagnie ou sa date de naissance comme mot de passe. Donc on a un vrai sujet. Et donc cette annonce de Microsoft, alors c'est pas les premiers, ce sera probablement pas les derniers non plus, mais ça nous laisse entreapercevoir un monde où on pourrait enfin se débarrasser complètement de ces encombrants mots de passe. Comment s'appelle ton chien, Raphaël, déjà ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le problème. C'est le nom de ton chien ? Je l'ai appelé 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viens ici. Pas facile, hein, quand même. Donc c'est un peu emmerdant, quand même. Embêtant, on dit. Un peu embêtant. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses de cette volonté de Oui, Microsoft ? non, mais je suis d'accord, mais dès que moins on peut utiliser de mots de passe, mieux c'est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, je pense que les outils biométriques voient leur prix quand même vachement baisser, sont maintenant intégrés sur les ordinateurs, sur les PC, chez Apple, sur les MacBooks par exemple, aujourd'hui ils ont tous Touch ID. Mais il n'y a pas Face ID sur les Macs, c'est bizarre quand même. Non, il n'y a pas Face ID parce Alors que moi, vous voyez, sur mon petit PC là, j'ai Hello, mais c'est génial en fait. Je l'allume, il me détecte, paf. La différence et ma session s'ouvre. Ouais, mais la différence c'est que Face ID, tu dois pouvoir payer avec, puisque Face ID, c'est vraiment, ça englobe tous ces services. Avec Hello, je pense pas que tu puisses payer
C'est vraiment moi, ça me déverrouille ma carte bancaire aussi. Par exemple, je suis sur Chrome, je suis tu vois, dans un environnement ou de paiement. Et ben, Hello va me détecter pour valider ma carte bancaire et pour rentrer les informations. Ça va pas valider le paiement, mais ça va rentrer les informations de ma carte. Oui, mais donc ça fait office simplement de raccourci, en fait. Mais c'est vrai que Face ID, c'est déjà pas mal. Mais à mon avis, Face ID sur Mac, par exemple, c'est parce qu'Apple veut garder le même niveau de sécurité en 3D, etc. Et donc à ce moment-là, en fait, il faut les capteurs dédiés. Matériellement, Face ID ne peut pas fonctionner avec une simple webcam. Donc je pense que c'est pour ça. Mais de façon générale, je pense que Microsoft a raison d'aller dans ce sens-là et que de toute façon, on va être amené, je pense, à taper de moins en moins ces mots de passe, si ce n'est que dans tous les cas, il faut quand même un mot de passe de secours. De base. Il faut pouvoir quand même, au cas où, déverrouiller qu'on peut récupérer par téléphone, par exemple. C'est ce que disait Anthony tout à l'heure. On peut récupérer par téléphone. Tu récupères un code bidon. Non, mais complètement. Et puis mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que quelqu'un ait trouvé un moyen mnémotechnique pour avoir un mot de passe. Alors moi j'ai trouvé une sorte de solution, mais moi aussi j'ai mon petit truc. Chacun a son petit truc. Déjà les experts disent faut oublier les mots de passe, faut prendre des phrases de passe. Ça déjà c'est le truc de base, c'est d'avoir plutôt qu'un mot avec 2-3 chiffres et un dollar dont on va oublier une fois sur deux. Oui, puis il faut en faire un différent pour chaque service. En plus, c'est ça. Donc faut trouver des moyens comme ça. Voilà, il faut pas le même mot de passe. Alors non, parce que quand on se fait hacker, et moi par exemple, franchement, je sais pas pour toi, mais quand je vais sur le site Have I Been Pwned, j'en ai quand même 5-6 moi à mon actif sur mon mail, mais tous, je veux dire, on en est tous là. On en est tous là, donc on a tous 5-6 mots de passe qui ont fuité. Donc, mais c'est vrai que la biométrie va tout changer, et d'autant qu'on en est vraiment au début. Alors effectivement, on a reconnaissance faciale, reconnaissance des empreintes digitales, mais il y a plein d'autres expérimentations avec par exemple la reconnaissance de la voix. Simplement, on peut, c'est un indicateur biométrique qui nous est propre. La reconnaissance des battements du cœur, on a des variations très fines d'un individu à un autre. Donc on pourrait imaginer des montres connectées par exemple qui permettent de se déverrouiller juste en utilisant les battements du cœur. Je sais que Google travaillait, alors c'était il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas où ils en sont, ils avaient déposé des brevets, ou en tout cas on en avait parlé, sur des smartphones qui se déverrouilleraient en utilisant des informations contextuelles. C'est-à-dire par exemple des trucs, la vitesse à laquelle tu marches, ou la vitesse à laquelle tu tapes certains mots sur ton clavier, qui vont être très différentes d'un individu à un autre. On a des signatures en fait corporelles, en quelque sorte, c'est comme pour l'écriture. Oui, on connaît quelqu'un à son écriture, finalement c'est une signature corporelle. C'est ça, exactement. Et donc en prenant en compte plusieurs éléments comme cela, eh bien on serait capable finalement de déterminer que c'est bien Raphaël Grabli ou Anthony Morel ou François Sorel, et donc on serait capable de développer. Tout va être à mon avis un ratio simplicité d'usage, coût du matériel, complexité du matériel indiqué et fiabilité selon ce qu'on veut permettre de déverrouiller, en allant de son mail perso, où ça peut être quelque chose de plus simple, à potentiellement le paiement en ligne qui est le niveau maximal, ou le paiement ou l'accès à son compte bancaire qui est le niveau maximal, où là il faut les informations de santé, ou les informations. Ce que tu disais tout à l'heure en comparant Face ID à Hello de Microsoft, ça veut dire qu'il n'y a pas le même niveau de sécurité à ton avis? C'est étonnant. Je pense pas. Enfin, les boîtes que ce soit, Apple communique sur l'extrême puissance de sécurité de Face ID, mais Microsoft non. Ça serait intéressant justement de voir ce qu'en pensent les experts en sécurité. Plus mis l'accent sur la simplicité, en tout cas dans leur communication. Ça, je pense qu'Apple est plus sécurisé, mais par contre la conséquence c'est que Face ID est moins utilisé, est plus sécurisé, mais moins facilement utilisable. Voilà, parce qu'il faut un matériel. C'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est un choix stratégique. Est-ce qu'on a envie d'avoir quelque chose qu'on peut utiliser facilement, ou est-ce qu'on a envie d'avoir quelque chose le plus sécurisé possible? Et actuellement, en tout cas, selon les critères d'Apple, pour payer, il faut 3 capteurs, ce qu'on voit au-dessus de l'iPhone. Mais après, ça évoluera sûrement. Oui, sans doute. Toujours chez Microsoft, tu as posté une photo sur ton Instagram cette semaine. Anthony, au début, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Les Daft Punk sont de retour. Oh oui, c'est vrai qu'il y avait un petit côté Daft Punk. C'est ça. Ouais. En fait, tu étais chez Microsoft, on reste toujours chez eux. Ouais. Alors cette fois-ci, on oublie les mots de passe. Enfin, on oublie les mots de passe. N'oubliez pas vos mots de passe, parce qu'après, vous ne pourrez plus vous connecter, ce qui est quand même embêtant. Mais on oublie ce sujet-là pour évoquer l'holoportation. Oui, absolument. J'ai testé l'holoportation. Et non pas l'holo Ferrari. Oui, alors l'holo, pas Hello, avec comme un hologramme. Voilà, holoportation, qui est une technologie sur laquelle travaille. Enfin, non, c'est pas grave, excusez-moi. Sur lequel travaille Microsoft depuis assez longtemps, et qui utilise, je vais y arriver, avec ses lunettes de réalité mixte HoloLens, les fameuses, c'est ça que je portais sur. Et HoloLens 2 en plus. HoloLens 2, le retour. En plus, j'avais le masque chirurgical. Oui, c'est vrai. Le masque plus le casque, là, effectivement, tu as vraiment le. Là, je pense que Hello ne t'aurait pas reconnu.
Exact, bien vu, absolument. Je pense que là fallait vraiment. Même Face ID. Même Face ID, ID, personne impossible. te reconnaît. Impossible. Mais effectivement, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ils imaginent plein de cas d'usage pour ces lunettes de donc réalité mixte. Il faut rappeler, on est entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Réalité, c'est-à-dire qu'on a des lunettes, on voit à travers et on va voir s'inscrire dans notre champ de vision un certain nombre d'éléments numériques, une voiture qui va apparaître au milieu de nous trois par exemple, et on va pouvoir interagir sur cette voiture. Que tous les trois, on verra la même chose. On verra la même chose. Même si on est placé à des endroits différents. Même si on est placé à des endroits différents. C'est-à-dire que Raphaël verra l'arrière de la voiture, toi tu verras le devant, et moi je verrai le frontal. C'est exactement ça. Et on peut aussi interagir avec. C'est-à-dire je peux prendre une roue, te la passer, souligner un logo sur la voiture, etc. C'est la démonstration qu'ils m'ont montré. En gros, ce qu'ils imaginent, c'est un peu le futur du travail et du télétravail. C'est vrai que c'est un secteur et quelque chose d'assez en vogue en ce moment. On a beaucoup parlé de télétravail ces derniers temps. Et donc, en gros, le principe, c'est que tu vas pouvoir, par exemple, organiser une visioconférence plutôt que d'avoir un Zoom, un Skype avec des petites vignettes comme on a aujourd'hui. Eh bien, tu vois apparaître devant toi alors, un hologramme, le mot est probablement, c'est un peu un abus de langage, parce que techniquement, ça ne doit pas être exactement un hologramme, mais c'est tout comme. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'avoir la personne, de pouvoir la toucher, tu peux tourner autour d'elle à 360 degrés, et le résultat est assez impressionnant. Comme la princesse Leia dans Star Wars. Comme la princesse Leia dans Star Wars. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Ouais. On est presque. Alors je dis presque que ça marche là. mieux parce que c'était en boucle. Oui, alors ça marche mieux, oui et non. C'est-à-dire que c'est la limite que je mettrais, c'est qu'il y a un gros potentiel. Franchement, je pense que la techno est assez impressionnante. C'est pas encore complètement au point. C'est-à-dire que ça lag pas mal encore pour l'instant. Il y avait des lags au niveau du son. On avait le découpage autour de la personne, de l'hologramme. On avait l'impression que c'était un peu découpé dans un magazine. Enfin, c'est pas encore complètement prêt. Et d'ailleurs, c'est pas très clean, ouais. C'est pas très clean. T'as vu la démo, je crois. La démo sur Twitter, qu'ils ont diffusée, franchement, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui étaient assis, ils avaient une jambe en moins, ils avaient un bras en moins. Enfin, c'était pas top, quoi. Visuellement, en tout cas. On voit qu'il y a encore des efforts à faire. Globalement, ça fonctionne quand même pas mal. Je trouve l'effet démo, bon, il y a toujours l'effet Bonaldi, hein, tu sais bien, pendant les démos. Donc là, c'est vrai que ça a un petit peu foiré. Moi, la mienne, c'est quand même un petit peu mieux passé. Et effectivement, le fait de pouvoir discuter avec cette personne qui était à Bordeaux, comme si elle était en face de moi, en hologramme, et d'avoir ces éléments qui s'affichent entre nous et avec lesquels on peut interagir, moi, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et il y a une autre techno qui est intégrée, c'est une techno d'eye tracking, qui est, alors pour le coup, très, très, très réussie. C'est-à-dire que tu lis un texte qui s'affiche dans ton champ de vision, qui peut d'ailleurs être traduit instantanément, enfin bon, il y a tout ce système-là, et en fait, ça va suivre les mouvements de tes yeux, mais au mot près. Donc, tu as raté une phrase, tu n'as pas compris, tu remontes ton œil, et ça va suivre vraiment le mot. C'est incroyable. Si on intégrait ça soit dans des liseuses électroniques ou dans des tablettes pour la lecture, ce serait une révolution. Dans les prompteurs pour les journalistes. Ou dans les prompteurs pour les journalistes, ce serait une révolution. Une révolution couple. Non, mais c'est vrai que là, on se moque un peu parce que le résultat n'était pas dingue, mais moi, j'avais testé la première version des HoloLens, et sincèrement, déjà, on voyait... Alors, je trouve que, mais c'est compliqué parce que c'est des développements, enfin on est tellement dans la pointe de la pointe techno que c'est compliqué de critiquer. Moi je trouve que ça avance pas très très vite. D'un côté c'est fascinant parce que... Mais c'est fascinant. T'as l'impression d'être au cœur du développement du truc. Exactement, moi HoloLens, j'ai l'impression que depuis 6 ans, c'est un peu long à avancer, mais c'est normal. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'ils bossent là-dessus. Mais après, moi, ça m'avait quand même impressionné, notamment pour certains usages, d'avoir un Skype en temps réel, de pouvoir être aidé dans le milieu professionnel. Alors, pas dans le milieu pour les particuliers, parce qu'en tout cas, pour le moment... Non, c'est pour B2, c'est vraiment B2B. Pour le moment, mais au début, ils avaient un peu parlé de B2C sur la première version. Ils ont rapidement bifurqué vers le B2B, mais c'est vrai que moi, je pense... quand on se fait envoyer, je ne sais pas s'il y a demain une intervention technique chez soi, un électricien, un plombier qui arrive, qui a besoin d'aide de quelqu'un d'autre. Moi, j'avais testé ça par Skype, et c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait. Parce qu'en fait, qui s'affiche. Exactement, c'est-à-dire qu'on est devant une tâche à accomplir, on a quelqu'un qui nous conseille, et en temps réel, il va nous afficher des indications précisément. Donc, honnêtement, la techno est vraiment intéressante. Ce que tu racontes, ça me fait penser quand même un peu à Facebook Workshop. Oui. Alors, Workrooms. Workshop, on est dans le métaverse. On est dans le métaverse. On est vraiment dans cette thématique. C'est pas tout à fait pareil parce que là, on est sur la réalité virtuelle avec Facebook. Ce sont des avatars, ce ne sont pas des vraies personnes qu'on voit, mais malgré tout, c'est le même concept, c'est-à-dire qu'on se retrouve virtuellement dans un endroit qui n'existe pas et on peut interagir sur des choses. C'est intéressant de voir les deux approches
différentes, mais qui vont un peu dans le même sens de la part de Facebook. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est réinventer la réunion en visioconférence. La réunion, en quelque sorte. Voilà, exactement. Mais là, en réalité virtuelle, l'autre en réalité augmentée. Alors, c'est vrai que l'effet waouh est plus là avec la réalité augmentée qu'avec la réalité virtuelle, je trouve. Mais on sait que Facebook travaille aussi sur la réalité augmentée, ça fait partie de leur priorité stratégique. Et effectivement, on va arriver dans ces thématiques de métaverse derrière, avec cette imbrication de plus en plus grande entre le virtuel et le réel. Je commence ma réunion dans le monde réel, entre guillemets, et puis je retrouve mes collègues comme s'ils étaient en face de moi, mais dans le monde virtuel. Donc, après, il faut voir dans quelle mesure on ne va pas retomber sur un Second Life, quoi. Parce que c'est vrai que Facebook, moi, ça me fait penser quand même un peu aux Sims, quoi. Enfin, quand on voit Workrooms, tu parles. Workrooms, donc en fait, Metaverse, j'ai l'impression que c'est aussi un petit mot qui est branché, qui dit c'est le nouveau, c'est le futur, le Metaverse, au même titre qu'on a eu, je sais pas moi, les chatbots il y a 5 ans. Est-ce que, franchement, on va pas retomber sur un truc qui ressemble plus aux Sims qu'à l'avenir, quoi. C'est une limite, c'est vrai, mais je trouve qu'avec la réalité augmentée, on a quand même, pour le coup, un bon technologique. Réalité augmentée, ça, je suis d'accord. Qui est folle. Oui. Après, je parle vraiment du truc réalité virtuelle totale. La vraie limite aujourd'hui, elle est au niveau du hardware. On parlait d'HoloLens, c'est encore relativement... effectivement, il y a des grosses progressions, déjà parce que l'appareil, il est encore assez encombrant, mine de rien. C'est quand on arrivera à il faut bien positionner les lunettes, bien on voit rien. Et puis ça reste très cher. Aujourd'hui, c'est 3 000 euros un casque, donc c'est pas rien. Quand on arrivera à intégrer ça dans des lunettes de vue et qu'on aura des prix qui seront raisonnables, là, on aura une révolution, mais ça va prendre probablement des années. C'est ce qu'on évoquait. Mark Zuckerberg estime que dans 5 ans, on aura un produit qui sera acceptable. Pour lui, il y a encore 5 ans de recherche et de miniaturisation avant d'avoir un produit grand public. On revient en France avec ce demi-milliard d'euros levé par Sorar. Vous en avez sans doute entendu parler, que ce soit évidemment dans tous les médias, mais aussi sur BFM Business et dans Tech & Co, que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs. Cette levée de fonds record pour des cartes numériques à collectionner via le NFT. C'est un sujet passionnant que tu suis. Oui. Je m'y suis mis moi un peu à Sorar. Du coup, pour bien comprendre, parce que c'est vrai que c'est assez nébuleux. C'est-à-dire quand tu lis le pitch, entre guillemets, c'est un jeu de fantasy football mêlé avec des cartes à collectionner en NFT, donc on utilise la technologie blockchain, ça fait quand même beaucoup de mots assez compliqués. Et en fait, ce que propose Sorar, ce sont des cartes numériques, c'est une plateforme d'échange et de collection de cartes de joueurs de foot, mais la particularité, c'est que ces cartes, tu vas pouvoir les posséder, les échanger, les revendre, en te basant sur donc, le NFT, il faut rappeler, donc non-fungible token, les jetons non fongibles, très jolie traduction française évidemment, qui sont en fait des certificats d'authenticité. Voilà, c'est un ticket de caisse. C'est un acte de propriété qui va te donner la rareté ou l'unicité d'un objet numérique en fait. Et donc ils vont créer des cartes. Alors tu as des cartes communes, rares, super rares, uniques. Carte unique, ça veut dire que tu es le seul au monde à avoir la carte de Kylian Mbappé et tu en as l'acte d'authenticité finalement. Mais c'est là où ça devient compliqué, c'est que cette carte, on peut la reproduire. C'est-à-dire qu'on peut la reproduire visuellement, mais pas la certification. Exactement, c'est la certification. Tu sais que tu en es le propriétaire. C'est comme si on avait une carte Panini, une figure Panini unique. On prend celle de Mbappé, il y en a qu'une, et je la photocopie. Alors la photocopie te permettra de la voir, mais en fait, ça sera la copie en fait de l'original. Ou un Picasso original versus une copie du tableau. C'est là où il y a cette petite subtilité. Et après, du coup, derrière, tu as aussi, ça va donner lieu à c'est là que ça devient fou, à une spéculation, parce que ces échanges, ces cartes, elles peuvent se revendre et se revendre très très cher. C'est-à-dire que les cartes dépendent déjà de leur niveau de rareté et des performances des joueurs dans la vie réelle. Et donc, tu as des cartes qui vont valoir quelques centimes d'euros, et puis d'autres, il y a une carte de Cristiano Ronaldo unique qui s'est vendue à près de 300 000 euros, par exemple. Tu vois ? Et alors, tu as des joueurs qui vont acheter au rabais des cartes de joueurs blessés en se disant si ça se trouve dans 2 ou 3 semaines ou dans un mois. Donc après ça devient de la spéculation. Et derrière ça devient de la spéculation, absolument. Alors moi je sais pas quoi en penser. Franchement non mais c'est vrai, je sais pas quoi en penser. C'est un espèce de mélange. Moi ça me fait penser surtout au marché de l'art. Finalement c'est comme le marché de l'art, mais il y a aussi un côté un peu comme paris sportif, c'est-à-dire qu'on va miser sur des codes pour essayer de savoir et en même temps quelque chose de purement spéculatif et en même temps quelque chose de technologiquement, je trouve passionnant. Donc, je ne sais pas du tout quoi penser de ce truc, si ce n'est que, moi, je suis pas forcément la cible, mais après, la comparaison avec la carte Panini, c'est un peu différent, parce que là, c'est numérique. Donc, la copie numérique de la carte, on l'a exactement, on fait un copier-coller, c'est la même. Donc, c'est pas comme si on faisait des photocopies d'une carte Panini. C'est comme
si on avait une carte Panini absolument magnifique, dorée de Lionel Messi, et qu'on la distribuait à 1 million d'exemplaires, mais qu'il y en avait un seul où on disait « toi, t'as la vraie ». Mais personne ne peut savoir, enfin, elle n'aura rien de différent, simplement psychologiquement, quelqu'un, une autorité, lui aura dit « toi, tu as la vraie ». Alors que tout le monde aura la vraie, il le sait. Celui qui a la vraie, il le sait. Celui qui a la vraie le sait. Et puis même, ceux qui ont la fausse le savent aussi. Bah oui, c'est ça. Mais tout le monde c'est le ça qui sait. fait la valeur. Oui, mais tout le monde a exactement la même. Non, mais donc c'est ça. On est d'accord. Et c'est là la subtilité. Et c'est là la différence avec le marché de l'art. C'est-à-dire que le marché de l'art, quand on achète une œuvre d'art, déjà on en profite. Et puis ensuite, on a des, je sais pas moi, des photos, des tirages numérotés. On a quelque chose qui permet de s'en démarquer. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à des tirages photos numérotés. Ouais, c'est voilà. un peu ça. Ouais. C'est une sorte de marché de l'art, donc il n'y a aucune valeur intrinsèque. Il y a un côté purement spéculatif, mais aussi il y a un côté techno qui est hyper intéressant. Il y a un côté aussi parfois, je pense, passionnel, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment le foot. Voilà, donc sincèrement, je ne sais pas si on est face à quelque chose qui va changer le marché de l'art, par exemple, ou face à une gigantesque pyramide de Ponzi qui va s'écrouler et qui va ruiner beaucoup de gens. Si tu dis ça sur les réseaux sociaux, tu vas te faire. Je sais, mais je le sais. Non, mais je le dis et je me fais déchirer. Je le sais. Parce que c'est amusant, je m'en suis rendu compte, je m'en doutais un petit peu. Mais c'est normal, on touche aux investissements des gens. Alors c'est vrai, mais il y a une communauté qui est extrêmement active, comme pour les cryptos, c'est les mêmes en même temps, c'est les mêmes bases technologiques. Hein, donc, et c'est des communautés qui sont extrêmement actives sur les réseaux sociaux. Et donc dès que tu publies un truc qui va pas totalement dans le sens, en disant il y a un côté un peu sectaire. Il y a un côté parfois un peu sectaire, c'est vrai. Enfin, ça va dans un extrême. Ils sont sur Linux comme dans l'autre. Ils sont sur Linux. Ils sont sur Linux probablement aussi, oui, c'est ça. Mais on n'a pas donné les, je sais pas, on a donné les chiffres quand même parce que le levée de fonds est complètement. Oui, alors ça aussi. 2 milliards. Un demi-milliard et la valorisation plus de 4 milliards de dollars. C'est dingue. Pour une entreprise qui emploie aujourd'hui 30 personnes et qui a 3 ans d'existence. C'est là où il y a un truc pour moi qui me semble française. Voilà, moi il y a un truc qui me semble un peu déconnant. Sincèrement, au niveau de la valeur de cette entreprise, au niveau de l'activité, au niveau des valeurs intrinsèques de ce qu'elle propose. Mais après, encore une fois, je me plante peut-être totalement, mais sincèrement, pour avoir fait un peu de finance de marché dans une précédente vie, et la valeur financière de tout ça me semble reposer sur du vent. Mais après, comme le vent... Bitcoin, toi, le Bitcoin, t'aimes pas trop ça. Non, parce que non, le Bitcoin, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'aime pas trop qu'on dise que c'est une monnaie. C'est un actif numérique spéculatif à très haute volatilité. Après, on a envie de s'amuser avec, on s'amuse avec. Non, mais au même titre qu'on a envie de parier en ligne, on parie en ligne, on a envie de jouer au casino, on joue au casino. Mais après, et encore une fois, ma critique porte sur le côté financier, pas du tout sur la partie techno, parce qu'encore une fois, je veux pas qu'on pense que la techno blockchain, c'est quelque chose d'absolument incroyable, et là-dessus, je trouve ça fascinant. Donc, moi, je me pose une question, et je le dis, je ne sais pas du tout quoi en penser actuellement. Quand tu dis du vent, je dirais pas jusque-là. Parce que... Non, quand je dis du vent, mais on peut. Attends, quand je dis du vent, on peut dire ça d'un Picasso aussi. Non, mais et pourtant, le vent, ça reste. C'est ça, parce que donc, si tu veux, c'est pas rien. En fait, c'est toujours pareil. On voit quelques pixels sur un écran, ça vaut 300 000 €. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est comme tout objet de collection. Non, c'est sans valeur d'usage. Ça n'a pas de valeur d'usage, mais ça a la valeur symbolique que tu lui donnes. Voilà. Et quand on reprend l'exemple des cartes, moi je suis un gros joueur de Magic par exemple, voilà, tu as des cartes, des Lotus noirs qui se vendent à 30 000 €, voilà, des cartes Pokémon qui se vendent à des centaines de milliers d'euros parfois. Quand tu l'achètes, tu es le seul physiquement à l'avoir. Et ça, c'est différent, je trouve. Si, c'est chez toi, tu es le seul physiquement à l'avoir. Un NFT, c'est un ticket de caisse, mais de quelque chose qui est duplicable numériquement à l'infini. Ouais, mais est-ce que mais tu en as l'acte de propriété de la même manière qu'une carte, tu peux la photocopier. C'est pas. Mais je suis d'accord, mais il y a un côté purement psychologique. Enfin, 100% psychologique, qui est un peu différent, je trouve, d'une carte Pokémon, où la carte Pokémon, quoi qu'il arrive, c'est toi qui l'as. Alors, tu en as peut-être d'autres, mais c'est pas la même. Bon, voilà. Vous avez vu, c'est costaud comme sujet quand même. Hein. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Et bien joué, franchement, bien joué à cette boîte. C'est clair. J'aimerais qu'on réveille ceux qui se sont endormis pendant ce passage. Non, je dis ça, mais parce que c'est vrai que c'est quand même assez velu. Et puis, alors, au-delà du fait que c'est velu, c'est aussi malgré tout, on voit que voilà, il y a des personnes qui sont d'accord ou pas avec ce concept, mais c'est super intéressant. Il nous reste 3 minutes. Je voulais qu'on évoque quand même aussi, ces chargeurs et l'Union européenne qui décide en fait d'imposer des chargeurs uniques.
En ligne de mire Apple, bien évidemment, qui, vous le savez, depuis plus de 10 ans déjà, maintenant, je crois. Ouais, alors, c'était 2012, donc ça va faire 10 bientôt ans. 10 ans, vous savez, le fameux port Lightning. Qui avait remplacé le port à 30 broches. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, Anthony, sur cette histoire-là, ou Raphaël, je crois qu'il a bien bossé sur le sujet. En gros, alors donc, on pourrait être transparent, on enregistre l'émission jeudi, donc tout à l'heure, mais en fait, on a déjà les infos en grande partie. Il y a Thierry Breton, commissaire européen, qui va présenter un projet de directive européenne pour imposer un chargeur unique à tous les fabricants. Alors, ce qui est quand même amusant, c'est quand on tape sur Google chargeur unique, on tombe sur des articles. Un chargeur unique pour 2009, un chargeur unique pour 2011, un chargeur unique pour 2017. En fait, c'est vraiment l'Arlésienne. Voilà, tous les 4-5 ans, on nous dit que la Commission européenne va adopter un projet pour faire un chargeur unique. Alors là, c'est une première, c'est-à-dire que pour la première fois, ce serait contraignant. Donc, tous les fabricants devraient adopter un chargeur USB-C. Et quand je dis tous les fabricants, en fait, c'est Apple, parce que c'est le seul qui n'utilise pas. Alors, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Quand on dit chargeur, c'est vraiment l'appareil qui charge. Ouais. Qu'il ait une prise USB-C, c'est déjà le cas dans la plupart des produits Apple, en fait. Non, on parle du port. Alors, donc, on parle pas du chargeur, on parle du câble qui part du chargeur et qui va jusqu'à l'appareil. Quand on dit chargeur universel, c'est dans les deux sens. C'est là où on branche le téléphone. Je pense qu'il faut être précis. Oui, parce que de l'autre côté, c'est déjà de l'USB-C chez Apple. C'est déjà de l'USB-C. Donc, c'est pas le chargeur, c'est le câble qui part du chargeur et qui va jusqu'au téléphone. C'est un abus de langage. Maintenant, on garde ce mot-là parce qu'on parle de chargeur, mais tu as complètement raison. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt le port. Oui, c'est ça. Port du smartphone. C'est le port du smartphone qui va être normalisé. Et donc, clairement, c'est Apple, puisque tous les autres utilisent de l'USB-C. Alors, il y a encore un peu de micro USB, mais la directive, elle va s'appliquer en 2020. Elle devrait être votée l'année prochaine pour une application en 2024. Donc, autant dire que le port micro USB, ce sera totalement fini. Donc, ce sera USB-C versus Lightning d'Apple. Donc, ça fait quand même 15 ans, enfin 2007, que Apple a son port propriétaire. On va dire ça fait maintenant quasiment 10 ans qu'ils sont sur le Lightning. Le truc, c'est que ça va arriver en 2024. D'ici là... C'est-à-dire que, en fait, les industriels ont jusqu'à 2024 pour se plier, en fait, aux directives Apple, en fait jusqu'à 2024 voilà. En tout cas, ça concerne les téléphones, les tablettes, les casques, les enceintes. Pas les liseuses, d'ailleurs, qui sont d'ailleurs encore en micro USB. Pour beaucoup, je trouve. Ouais, pourquoi mais il se trouve que tout le monde est en USB-C. Donc, effectivement, derrière, et même Apple est en USB-C sur les tablettes, à part l'iPad d'entrée de gamme, c'est de l'USB-C partout. Donc, en fait, ce qui cible, c'est l'iPhone, c'est tout. La question, c'est est-ce qu'ils vont le faire je pense pas qu'ils le fassent sous la contrainte de l'Union européenne, tu vois. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? Apple dit, quand même, ça fait quand même plusieurs années qu'on se dit Apple va passer à l'USB-C, parce que tous les clients le demandent, parce que quand même, moi je pense qu'il y a aussi des contraintes de charge rapide bien sûr. Avec l'USB-C. C'est quand même moins performant le Lightning aujourd'hui. En fait, le Lightning c'était génial avec face à du micro USB, parce qu'on pouvait le brancher dans les deux sens, et que le micro USB c'était chiant, parce que c'était ennuyeux, parce qu'il fallait le brancher dans un sens. Aujourd'hui, l'USB-C, c'est comme du Lightning, en mieux, parce qu'en plus, c'est techniquement... Tu charges plus vite, tu transfères plus vite. Tu charges plus vite, tu transfères plus vite. Donc, au bout d'un moment, Apple va de toute façon avoir intérêt à changer. Et à mon avis, avant 2024. Donc, en fait, cette directive, c'est la Commission européenne qui veut un peu montrer ses muscles. Sauf qu'en fait, à mon avis, ça ne servira à rien, parce que quand ça arrivera, Apple aura déjà pivoté. Déjà pivoté vers l'USB-C. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'Apple ferait 2 modèles d'iPhone, un modèle avec du Lightning pour le reste du monde, un modèle USB-C. Ça va être sympa, tiens. Pour les Européens qui sera en plus du coup plus cher à mon avis, parce que évidemment Apple ils vont faire payer ça, parce qu'il faut développer autre chose, parce qu'en plus ils doivent renouveler. Non mais Apple ne fera jamais ça. Jamais. Ils sortiront jamais deux types de smartphones avec deux types de chargeurs. Pour Apple, la question c'est simplement de faire le deuil de ses royalties sur les accessoires en Lightning. C'est ça. Oui, ils grattent, ils vont gratter jusqu'au bout, ils vont jouer la montre. Et la Commission européenne pourra dire, vous avez vu. Ouais, on a fait plier Apple. Ils ont changé leur port à cause de nous. Et Tim Cook qui rigole en entendant. Exactement. Mais franchement, je sais pas. Mais après, c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'Apple passe en USB-C. Mais à mon avis, vous ne trouvez pas que c'est une catastrophe écologique cette histoire-là ? Parce qu'on va se retrouver d'un coup avec donc 2 nouveaux câbles. Qu'est-ce qu'on va faire des anciens ? On va les mettre à la poubelle. Oui, mais ils auraient fini à la poubelle de toute façon au bout d'un moment. Oui, mais d'un côté, ça veut dire que là, on va t'obliger. L'argument de cette loi, c'est justement, enfin de ce projet de directive. C'est un argument écologique, c'est en disant, vu que tout le monde aura le même câble, on aura moins à racheter de nouveaux câbles, etc. Oui, parce que du coup, on aura, même ça fait partie aussi du projet, je crois, c'est qu'il n'y ait plus de chargeurs vendus avec les smartphones. C'est finalement ce que fait déjà Apple et Samsung d'ailleurs, c'est de ne plus livrer de chargeurs. Oui. Donc le but, c'est de limiter au maximum les accessoires. Donc oui, je suis d'accord, en fait, en one shot, il va y avoir beaucoup de déchets
pendant peut-être 2 ans, mais après, ça Ouais. va être plutôt positif, je pense. Oui, c'est clair. Et puis rappelons aussi on sait que Apple a dans sa ligne de mire ne plus avoir de port du tout. Et hein. alors voilà, si ça se trouve, en 2024, on n'aura que de l'iPhone sans fil et on De aura l'iPhone plus du tout sans de fil. chargeur. Après, Enfin, c'est quand plus même, du tout c'est de quand même port. assez courageux de la part d'Apple de lancer ça parce que, mine de rien, on n'a pas tous de chargeur induction. Non. L'induction, c'est pas super pratique. Quand vous êtes au lit et que vous n'avez pas de batterie, alors il y a leur truc, là, leur MagSafe. Alors là. moi, je l'ai utilisé, sincèrement, c'est quand même pas pratique Ouais, quand on c'est veut vraiment une utiliser tannée, son hein. téléphone en charge. Ouais. Un chargeur, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que le truc Bien sûr, bien sûr, bien se désolidarise, pardon. Et puis en plus, d'un point de vue écologique, il y a un argument qui est pas terrible, Bien c'est qu'il y a sûr, une c'est la déperdition déperdition d'énergie. d'énergie Le rendement monumentale. est catastrophique. Le rendement est très mauvais et en Ouais. plus, c'est souvent quand même assez lent à charger. Donc ça, je suis pas sûr à 100%. Absolument. Bon, eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony. Ben, merci. Toujours un plaisir de retrouver Anthony Morel que vous pouvez écouter le matin et regarder sur BFM Business. Écoutez et regardez chez Estelle Denis tous les jours. Voilà, du lundi au vendredi et dans De quoi je me mail aussi, bien sûr, de temps en temps sur BFM TV. Raphaël, merci. Tu ne pars pas loin. Non, je bouge pas. Voilà, tu ne bouges pas. Pierre Fontaine nous rejoint dans un instant et on va revenir sur les iPhones. Que penser de cette mise à jour de l'iPhone 13 ? Est-ce que c'est vraiment une mise à jour intéressante avec des innovations qui valent le coup ou alors coup d'épée dans l'eau ? On en parle avec nos experts dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.